Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'un article très important que vous avez publié pour l'Institut Bigelow pour l'étude de la conscience, un des articles qui a gagné un prix. Donc, Michael, vous êtes un biologiste de formation, mais vous avez de nombreux domaines d'intérêt, jusqu'à ce que nous appelons la parapsychologie, les états proches de la mort, la lucidité terminale, une formule que vous avez vous-même proposée. Et cet article a été une surprise parce que je pensais que vous alliez parler de lucidité terminale, qui est un sujet fascinant en lui-même. Mais en fait, le travail que vous aviez à faire était de présenter les éléments les plus convaincants pour la survie de la conscience après la mort. Et vous êtes allé sur le sujet de la réincarnation, car vous considérez, et vous l'expliquez en détail, que les cas qui évoquent la réincarnation fournissent les meilleures preuves pour la survie de la conscience. Et vous avez écrit cet essai de plus de 70 pages qui présente le travail qui a déjà été fait sur le sujet, et c'est une formidable synthèse. Et donc vous allez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de traiter ce sujet, bien que vous parliez aussi d'autres sujets comme les expériences de mort imminente, la communication avec les défunts et la médiumnité. Mais de votre point de vue, les cas qui évoquent la réincarnation apportent les meilleurs éléments pour l'hypothèse de la survie de la conscience. C'est exact. Est-ce que j'ai dit, excusez-moi, que vous êtes un chercheur associé à l'Institut des zones frontières de la psychologie et de la santé mentale? Je ne l'avais pas dit, désolé. Oui, en effet. C'est vrai que je suis biologiste de formation, mais j'ai toujours eu cet intérêt pour les énigmes de la conscience, car la conscience fait partie de la vie, et donc en tant que biologiste, cela m'intéresse également. Et quand on étudie les énigmes de la conscience, tôt ou tard, on finit par étudier les sujets liés à la mort et à la survie. Et il en existe plusieurs. Donc dans mon essai, je propose une courte liste dans laquelle je présente ceux que je considère les plus importants, et c'était le principe de ce concours de l'Institut Bigelow pour l'étude de la conscience, d'identifier ce que nous considérons comme les meilleures preuves existantes parmi ces phénomènes. Et donc, ce que j'ai fait pour déterminer ces meilleures preuves, c'est d'établir une échelle d'évaluation qui consistait en 5 différents critères que j'ai appliqués à ces phénomènes. Et il s'est avéré que le phénomène qui atteignait le plus haut niveau sur cette échelle étaient les cas qui évoquent la réincarnation. Donc, bien que vous ayez mentionné la lucidité terminale, un nouveau domaine d'étude dans lequel je suis impliqué, ce n'est pas aussi significatif pour cette question en particulier, notamment parce que ce concours avait pour but d'identifier les meilleures preuves en faveur de l'hypothèse de la survie de la conscience après la mort physique définitive. Et la lucidité terminale est quelque chose qui se produit seulement brièvement avant que quelqu'un meure, ou, si vous regardez les expériences de mort imminente, les personnes reprennent conscience et rapportent avoir eu ces expériences. Donc de mon point de vue, bien que ces phénomènes soient très intéressants en eux-mêmes, ce ne sont pas les phénomènes les plus probants pour étudier ou décrire ce qui se passe après la mort définitive du corps. Pourrions-nous dire que la lucidité terminale est l'un des meilleurs arguments contre la théorie matérialiste, voulant que le cerveau produise la conscience, sinon un argument pour la survie de la conscience? Mais en faveur de cette théorie du filtre, soutenue par William James et d'autres,
La lucidité terminale est l'un des meilleurs arguments contre le modèle physicaliste. Oui, en principe, mais je pense qu'il est trop tôt pour le dire, car cela serait seulement valide si nous pouvions avoir des cas bien documentés et bien documentables, dans lesquels il est établi avec des moyens objectifs externes que le cerveau d'une personne donnée était en effet détruit et était, en termes conventionnels, incapable de permettre cette survenue de la conscience ou cet accès aux souvenirs, etc. Mais on constate en effet cela chez des personnes qui meurent avec des états avancés de démence, comme la maladie d'Alzheimer ou des tumeurs cérébrales. Mais il est très difficile, selon une perspective neurophysiologique, de dire et de déterminer à quel point un tel épisode de lucidité était vraiment impossible, ou bien s'il y avait une activité cérébrale résiduelle ou des structures cérébrales intactes qui pouvaient permettre cela d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'il est très important d'évaluer précisément ces aspects, et ce sera probablement l'une des pièces du puzzle, pour montrer que la conscience n'est pas créée par le cerveau. Mais pour l'instant, je dirais que c'est trop tôt pour considérer que c'est une preuve très solide et même définitive, comme le font certains. Donc, quand nous parlons des meilleures preuves, peut-être que les expériences de mort imminente après un arrêt cardiaque ou autre sont encore plus convaincantes. Et je pense que les cas de réincarnation sont encore plus convaincants. Car après tout, ce qu'ils montrent est également que la conscience, les souvenirs, persistent d'une certaine façon après que le cerveau soit mort, et qu'on peut y accéder ou ils peuvent se manifester à nouveau à un autre moment et dans un autre endroit avec une nouvelle personnalité. Donc, de mon point de vue, il s'agit là d'éléments de preuve très forts pour démontrer que la conscience peut être indépendante du cerveau. Donc, en ce qui concerne ce concours de l'Institut Bigelow, est-ce que vous avez échangé avec d'autres chercheurs avant d'écrire votre essai? Car vous dites que vous avez travaillé sur la réincarnation à partir de critères que vous avez considérés comme étant les plus importants. Mais avez-vous échangé les informations en amont pour en quelque sorte vous partager le travail et les sujets d'investigation, expérience de mort imminente, réincarnation, ou pas du tout? Non, pas du tout, parce qu'il y avait cet aspect de compétition et les chercheurs n'ont pas communiqué entre eux pour se dire moi je travaille là-dessus et toi sur autre chose. Oui, c'était une compétition. Oui, et j'avais déjà écrit sur des cas de réincarnation avant, donc ce n'était pas la première fois, même si ce n'est pas mon premier thème de recherche ou celui sur lequel je publie. Mais j'ai par exemple écrit le chapitre d'un livre sur la réincarnation de James Matlock, une postface en forme de chapitre dans laquelle je traitais ce sujet. Et aussi dans une autre publication en 2011, j'ai attiré l'attention sur cette question et discuté des modèles théoriques autour de la réincarnation. Donc ce que j'ai fait, ça a été de discuter avec des chercheurs qui sont actifs dans la recherche sur la réincarnation et qui n'ont pas eux-mêmes écrit un essai pour ce concours de l'Institut Bigelow, donc principalement James Matlock et Karen Verstein. Nous avons correspondu et échangé des idées. Et ils ont même relu les premières versions de mon texte et m'ont fait des retours précieux. C'est comme ça que j'ai procédé. Donc en résumé, pourquoi ces cas qui évoquent la réincarnation correspondent-ils le mieux aux critères que vous avez retenus? Davantage que les expériences de mort imminente, les communications post-mortem ou la médiumnité. Pourquoi sont-ils plus convaincants d'après vous? Eh bien, pour répondre à cette question, je pense qu'il peut être utile de considérer ces critères que j'ai retenus. Donc j'en utilise 5 et c'est vraiment une approche très globale qui peut être affinée. Mais je pense que c'est utilisable en l'état. Donc le premier, c'est l'investigabilité.
puis la notion de répétabilité, ensuite la force quantitative et qualitative, et enfin la pertinence ou importance. Et donc ce que cela veut dire brièvement, l'investigabilité, c'est la possibilité d'étudier un cas. Est-ce seulement un événement bref et imprévisible, comme une apparition, ou bien quelque chose qui se déroule sur plusieurs années et dont plusieurs personnes peuvent témoigner, auquel plusieurs scientifiques peuvent accéder pour faire des recherches, etc. Et clairement, les cas de réincarnation peuvent être étudiés en détail, car parfois cela dure pendant des années. Et particulièrement à notre époque moderne, avec nos méthodes de documentation, ils peuvent être étudiés assez facilement si les circonstances sont bonnes. En termes de répétabilité, c'est un peu la même chose pour ces cas, car ils sont assez fréquents, et pas seulement en Inde, au Sri Lanka ou au Liban, là où les gens croient déjà en la réincarnation. Mais ils se produisent aussi en Occident. Et il y a aujourd'hui une vague massive d'intérêt ces dernières années. Par exemple, James Matlock a créé un groupe Facebook sur la réincarnation qui, semaine après semaine, a atteint plus de 1000 membres. Et donc James reçoit de nombreux cas et des informations sur des cas qui peuvent être étudiés, et c'est ce qu'il fait. En fait, il en a tellement qu'il a du mal à tout étudier. Puis, il y a Jim Tucker à l'Université de Virginie qui reçoit aussi de nombreux cas en provenance de pays occidentaux principalement. Bien que cela aille contre la doctrine, le dogme chrétien. Donc c'est intéressant à souligner. Oui, en effet. Bien sûr, il y a de nombreuses personnes dans les pays occidentaux qui croient à la réincarnation ou connaissent cette notion, et c'est différent de ce qui se passait il y a 100 ou 200 ans. Mais c'est vrai que l'attitude générale, ce qu'on nous a enseigné à l'école ou au cours de notre éducation, reste le contexte religieux monothéiste dans lequel la réincarnation ne joue pas un rôle majeur. Donc c'est très intéressant et de nombreuses personnes en parlent, même si elles n'ont pas un concept précis de la réincarnation. Mais en aparté, est-ce que vous avez vous-même étudié ce qui se disait au premier temps de la chrétienté, à savoir que la réincarnation était reconnue comme une réalité? Et on dit que plus tard cette notion a été écartée lors de différents conciles par les autorités religieuses. Oui, je sais cela, mais je n'ai pas vraiment fait de recherche en profondeur à ce sujet. Mais Platon en parle et les premiers théologiens chrétiens aussi, je suis au courant. Mais je n'ai pas creusé cet aspect. Donc revenons aux critères de force quantitative et qualitative, puis de pertinence. Oui, la force quantitative, c'est simplement une mesure qui décrit la quantité de détails que présente un cas ou son niveau de complexité. Donc là aussi, si on prend l'apparition d'un défunt qui se manifeste brièvement, cela peut être très impressionnant, mais il y a peu de détails, peu d'aspects, et ce n'est pas très complexe en soi. On a un phénomène plus complexe et plus détaillé, quand par exemple, des enfants se souviennent d'une vie antérieure, présentent des caractéristiques corporelles qui sont liées à une vie antérieure, ou bien des types de comportements. Donc cela recouvre de multiples aspects et de multiples niveaux qui peuvent être étudiés et qui peuvent nous dire des choses sur une potentielle après-vie. Et donc de nouveau, la dizaine de phénomènes que l'on peut étudier sont tous très différents et sur cette notion en particulier. Et je pense que les cas de réincarnation viennent parmi les tout premiers en matière de complexité et de détails qui ont été rapportés dans les cas les plus probants. En ce qui concerne la force qualitative, c'est similaire, mais ça fait ici référence à la façon dont les éléments recueillis renvoient à la notion de survie ou à des explications alternatives, comme des mauvaises observations, des fraudes ou d'autres types d'erreurs
comme ce qu'on voit dans la médiumnité physique par exemple. On sait qu'il y a beaucoup de fraude dans ce domaine, les séances se déroulent classiquement dans l'obscurité, personne ne sait vraiment ce qui va se passer et j'ai moi-même démasqué plusieurs, en tout cas au moins un cas de faux médium. Donc il est difficile de savoir ce qui se passe dans ces circonstances et quelle est la meilleure façon de l'interpréter. C'est pareil avec la médiumnité mentale. Les médiums tombent en transe et la transe est souvent considérée comme un état propice à la manifestation du psy. Donc peut-être que les personnes en transe ont accès à des informations paranormales, ce qui peut apparaître comme des informations en provenance d'un défunt, alors que ce n'est pas le cas. Dans les cas de réincarnation, la transe n'est pas impliquée et vous pouvez poser des questions aux protagonistes en pleine lumière. Et idéalement, ils produiront des réponses utiles et vous pouvez interroger des témoins de la famille, trouver d'autres témoins, etc. Et vous pouvez même suivre les cas dans leur développement à travers le temps. Donc en termes qualitatifs, les explications sont plus clairement en faveur de la survie que les autres phénomènes que j'ai mentionnés. Et donc le dernier critère est la pertinence. Oui, ça décrit la façon dont le phénomène de la survie est vraiment lié à la survie après la mort définitive du corps physique. Comme je l'ai dit plus tôt, les phénomènes comme les expériences de mort imminente ou la lucidité terminale ne sont pas liés à la survie de la conscience après la mort définitive du corps. Et les phénomènes comme la médiumnité ne sont pas assez convaincants le plus souvent et peuvent être frauduleux. Dans une certaine mesure, cette échelle est bien sûr subjective et elle repose sur des critères et une évaluation subjective, mais je pense que l'approche globale est raisonnable et passe le test de l'investigation scientifique. C'est pourquoi il me semble que les cas de réincarnation arrivent assez nettement en premier dans cette évaluation car elles remplissent bien ces 5 critères. Avez-vous eu des retours d'autres chercheurs sur cette échelle en elle-même et le travail que vous avez fait dans cet essai? Des gens vous ont-ils dit qu'ils étaient d'accord avec votre analyse? Oui, pas énormément, mais j'ai eu des retours, bien sûr, de la part des chercheurs qui travaillent dans le domaine de la réincarnation, qui m'ont dit que j'avais raison. Mais d'autres personnes ont un point de vue différent. Par exemple, il y a eu un autre essai dans le cadre du concours, écrit par Arnaud Delorme et l'équipe de l'Institut des sciences noétiques, mais ils avaient un système d'évaluation différent, que je considère pour ma part comme n'étant pas aussi approprié que le mien. Ainsi, ils considèrent que les phénomènes de médiumnité sont plus probants que les cas de réincarnation, même s'ils les notent assez haut aussi. Et certaines personnes qui ont regardé tous les essais du concours ont essayé de les évaluer en appliquant des méthodes classiques, en disant par exemple qu'il faut faire des expériences et une analyse des données. Et si vous faites cela, vous parvenez encore à une classification différente des phénomènes. Mais je pense que cette approche est également une erreur, car je pense qu'on ne peut pas évaluer les phénomènes liés à la survie de la conscience avec les outils classiques de la science, car ça n'a pas vraiment de sens, en particulier la question de ce qu'on appelle l'hypothèse du psy par agent vivant, c'est-à-dire l'idée que tous les phénomènes liés à la survie sont créés par l'inconscient d'une personne vivante. C'est en effet une question difficile et compliquée à aborder en termes théoriques. On ne peut pas progresser dans ce domaine simplement en réalisant des expériences avec des réponses de type oui ou non et une analyse statistique. Et en plus, cette approche n'est pas parcimonieuse, cette hypothèse du psy par agent vivant, car on dirait que ça revient à vouloir sauver le modèle matérialiste quand on avance cet argument. Ce n'est pas économique au sens du rasoir d'Occam. Oui, je ne dirais pas que ça revient à sauver la perspective matérialiste, physicaliste, car le psy par agent vivant présuppose bien sûr que le psy existe à grande échelle.
Et c'est quelque chose qui n'est pas censé être possible dans le cadre physicaliste. Ça dit simplement qu'il n'y a pas de survie de la conscience. Mais je pense tout de même que ce n'est pas convaincant, car cela nécessite de proposer une argumentation plutôt tordue et compliquée, qui selon moi semble plutôt moins plausible. Si vous dites que le psy par agent vivant fonctionne à grande échelle, comme c'est supposé dans ce modèle, vous pouvez aussi faire des prédictions, car il n'est pas raisonnable de penser que ces capacités psy à grande échelle ne se manifesteraient que dans le contexte de la survie. Mais c'est ce qui semble se passer, elles ne se manifestent pas dans aucun autre contexte. Par exemple, j'ai discuté en détail dans mon essai la raison pour laquelle je pense que le modèle du psy par agent vivant ne tient pas. Pour aller plus loin dans votre travail, je dirais, en me faisant l'avocat du diable, que la faiblesse de ce travail est peut-être qu'il repose principalement sur les recherches qui ont été faites, en particulier par Ian Stevenson, il y a des années, et d'autres aussi comme Jim Tucker, dont vous avez parlé. Mais très peu de chercheurs ont conduit ce genre d'investigation en profondeur, en allant sur place, dans des pays lointains, l'Inde, le Sri Lanka ou le Liban. Donc on ne peut que se reposer sur eux, leur faire confiance, sur le fait qu'ils ont fait ce travail de façon complète et sérieuse. Mais les seules données que nous avons viennent de cette poignée de chercheurs. N'est-ce pas une faiblesse de cette recherche? Dans une certaine mesure, oui, c'est vrai. Ce n'est jamais très bon dans un domaine de recherche si vous n'avez que quelques chercheurs qui ont fait tout le travail, et c'est le cas ici. Mais cependant, si vous regardez les données, et si vous regardez ce que Stevenson et les autres ont fait, je pense qu'on ne peut pas simplement ignorer tout cela. Et d'autant plus parce que certaines de ces investigations ont été très solides et très bien faites. En second lieu, j'ai aussi pointé dans mon essai le fait que l'on doit avancer dans cette recherche, trouver de nouveaux investigateurs, de nouvelles personnes intéressées par cette recherche pour faire de nouvelles études. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être le bon moment pour cela, car avec Internet et les réseaux sociaux, on peut accéder à tellement de cas et mieux documenter tout cela, car ce n'est pas un phénomène rare. La raison pour laquelle peu de chercheurs ont travaillé sur ce sujet par le passé est peut-être qu'ils étaient peu nombreux à être intéressés à faire tout cela. Mais maintenant que l'accès à ces cas est devenu plus facile et que l'intérêt augmente sûrement, alors ça peut changer. De plus, si on regarde la recherche en parapsychologie en général, même si vous faites des expériences, et beaucoup en font, les résultats ne convainquent pas les sceptiques de toute façon. Vous allez peut-être montrer un effet de petite taille et d'autres personnes essaient de le reproduire et ne trouvent pas l'effet, ou bien ils changent un peu l'expérience et trouvent quelque chose de différent, puis ça disparaît à nouveau, ou bien l'effet décline. Donc la parapsychologie dans son ensemble est une affaire compliquée. Je ne dirais pas que les résultats d'expérience ou la recherche expérimentale est forcément meilleure que les études de cas uniques ou de cas complexes comme celles faites par Stevenson. Non, je pense que ces cas, s'ils sont correctement documentés, sont fascinants et très intéressants, car ils fournissent plus d'informations importantes qu'une recherche expérimentale. Exact. Donc, certains de ces cas sont célèbres, notamment grâce au livre de Ian Stevenson. Et peut-être pourriez-vous nous parler d'exemples qui sont moins connus et qui sont très convaincants selon vous et qui ont été étudiés en détail? Eh bien, il y a un cas dont je parle dans l'essai, c'est un cas ancien qui vient du Sri Lanka et qui a été très bien documenté par un monsieur Nissanka qui habitait au Sri Lanka. Et il a étudié le cas d'une petite fille appelée Gnana Tileka qui a fait des déclarations nombreuses et précises
à propos de sa vie précédente. Ces déclarations ont d'abord été notées par écrit et ensuite les chercheurs ont essayé d'identifier et de trouver la personne qu'elle avait pu être selon ces déclarations. C'est une caractéristique importante de ces cas que Stevenson appelle des cas avant, c'est-à-dire que les déclarations ont été notées avant que les familles des deux personnes n'entrent en contact et avant que la personne correspondante soit identifiée. C'est très important car cela rend difficile toute manipulation ou falsification des données. Souvent, les chercheurs arrivent sur place alors qu'un contact entre les deux familles a déjà été établi et alors qu'on ne peut faire qu'une sorte d'évaluation rétrospective du cas. Ce qui peut être très intéressant mais pas aussi probant que ces cas avant. Et donc le cas de Gnana Tileka est l'un des cas avant que je considère important, en particulier aussi parce que le chercheur a utilisé des techniques modernes de l'époque, le début des années 60. Il a pris des photos, il a fait des enregistrements audio, il a tout consigné, il a notamment pris des photos de la première rencontre de Gnana Tileka et la famille de la personne dont elle se souvenait de la vie. Donc pour cette petite fille, ces personnes auraient dû être de parfaits étrangers. Et ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et pourtant, quand elle a été présentée aux membres de cette famille, on les a fait rentrer dans une pièce, un par un ou par petits groupes, et on lui a demandé « Est-ce que tu connais cette personne ?» Et elle les a identifiés correctement et a même manifesté des réactions émotionnelles. Et ceci a été pris en photo, ce qui est très intéressant et probant en soi, selon moi. Car on voit cette petite fille qui avait 4 ans à l'époque et qui est si heureuse de retrouver ses anciennes sœurs. Elle tend les bras, elle sourit, elle semble tellement soulagée de retrouver toute sa famille. On ne peut pas truquer ce genre de comportement chez une petite fille, comme le prétendent certains sceptiques. Je pense que c'est quasiment impossible. Il faudrait que sa famille l'ait entraîné à ça dès l'âge de 2 ou 3 ans, en lui disant qu'on allait lui présenter plus tard une autre famille, et que les personnes ressemblaient à ceci ou cela, et qu'il faudrait qu'elle les reconnaisse, et se comporte comme s'ils étaient sa famille d'avant, etc. Et l'une des personnes de cette précédente famille était un frère, avec qui la personne défunte avait une relation très conflictuelle, et quand ce frère est entré dans la pièce, la petite Gnana Tileka est devenue fâchée et a même commencé à pleurer, car elle ne voulait pas voir cet ancien frère puisqu'il se haïssait tellement dans cette ancienne vie. On ne peut pas simuler ce genre de choses avec des enfants de cet âge, et c'est ce que je trouve intéressant avec ce cas en particulier. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments comme des marques de naissance ou d'autres souvenirs? Non, pas dans ce cas. D'accord, donc d'après ce que j'ai compris, il y a des cas où les personnes sont informées par des rêves avant que le cas soit confirmé, où la personne décédée informe ses proches dans un rêve qu'elle va se réincarner dans un autre corps, ou bien c'est après la naissance du nouvel enfant. Vous avez des cas comme ça là également. Oui, c'est vrai. Et ça ajoute encore à ce critère de force quantitative ou de complexité que j'ai mentionné. Car après tout, ce qui se passe dans ces rêves est comme une communication post-mortem, qui est en elle-même un phénomène lié à la survie. Ce genre de communication peut en effet intervenir dans un rêve dans lequel un défunt apparaît à quelqu'un, ou même comme une apparition, et transmet une information. Et cela se passe donc aussi dans ces cas de réincarnation qui en fait comprennent plusieurs de ces phénomènes liés à la survie. Donc dans ces cas, des parents peuvent rêver d'une personnalité décédée qui les informe qu'elle va renaître dans leur famille, ou ils peuvent même avoir une apparition d'un défunt qui leur annonce cela, qui essaie d'établir un contact avec une future mère ou un père, et leur dit que pour telle et telle raison,
je vais renaître dans votre famille. Donc nous avons en effet ce genre de cas et aussi d'autres récits très intéressants dans lesquels les enfants parlent de la période entre la mort de la personne précédente et la naissance du nouveau sujet. Là aussi, on peut faire des vérifications d'informations concernant cette période, comme par exemple le moment de la mort, où ils quittent le corps et racontent ce qu'ils ont vu à cette occasion, ou même lors de leur funérailles. J'ai l'impression que dans beaucoup de cas, il y a une période très courte entre le décès de la personne précédente et la naissance de la nouvelle. Peut-être que c'est lié à des morts violentes. Est-ce que c'est une observation valide pour la plupart des cas ou pas du tout? En fait, ça dépend des environnements culturels, ce qui est très intéressant. La période intermédiaire est différente selon les cultures, et cela semble refléter les croyances prédominantes sur la réincarnation dans ces contextes culturels. Par exemple, au Liban, la population druze croit en la réincarnation et considère que quand une personne meurt et se réincarne, cela doit être immédiat. Il n'y a donc pas de période intermédiaire selon cette croyance religieuse. Donc dans ce cadre, on a en effet des cas où la réincarnation intervient très vite après le décès, avec les périodes les plus courtes de tous les cas internationaux. Ce n'est pas immédiat ni 1 ou 2 jours après, mais ce sont les périodes les plus courtes, en effet. Et à l'autre extrémité, on a les cas des pays occidentaux, comme en Europe ou aux États-Unis. Si on prend le cas de Ryan Hammonds, par exemple, qui est un cas américain très important, on parle de décennies, 40 ans. 4 décennies dans ce cas. Et pas forcément lié à des morts violentes. Dans ce cas, non. Mais on a en effet beaucoup de cas où les gens sont morts de morts violentes et aussi des morts prématurées, à des âges plutôt jeunes. Mais malgré tout, la période intermédiaire reste liée à des aspects culturels, dans une certaine mesure. Mais d'un autre côté, Jim Tucker tient cette grande base de données à l'Université de Virginie et ils ont regardé les cas où les personnes sont mortes de mort violente et les autres cas, qui sont moins nombreux. Et de façon générale, en effet, la période intermédiaire était plus courte. En cas de mort violente de la personnalité précédente. Très bien, Michael, c'est vraiment fascinant et bien sûr, cela pointe vers un nouveau modèle, un nouveau paradigme. Et vous présentez dans votre texte une image que vous appelez le mont Évidence et qu'il nous faut escalader, c'est le titre de votre essai. Et vous considérez que ces cas de réincarnation sont les cas les plus solides, comme nous l'avons dit, et constituent le cœur des preuves en faveur de la survie de la conscience, par comparaison avec les preuves secondaires que sont les communications post-mortem, les expériences de mort imminente et la médiumnité. Donc ça pointe vers un nouveau modèle que vous défendez dans votre article, en citant le travail de philosophes comme Schopenhauer, Carl Jung, bien sûr, et vous citez également quelqu'un dont je suis un grand fan, Bernardo Kastrup, dont l'essai a également reçu un prix dans ce même concours. Donc, est-ce que vous partagez son point de vue idéaliste ou bien est-ce que vous êtes plutôt un panpsychiste? Eh bien, je ne sais pas si on peut vraiment distinguer les deux aussi nettement comme le font certains philosophes. Mais globalement, je dirais qu'en effet, je suis plutôt idéaliste dans le sens où je considère que quelque chose de non physique
constitue le fondement de tout ce qui existe. Mais comme je l'ai écrit par ailleurs, peut-être pas dans cet essai, si on parle de tous ces ismes, panpsychisme, idéalisme, vitalisme, physicalisme, etc., ou le holisme, il faut prendre en compte ou préciser le niveau d'organisation dont on parle dans notre monde. Si je parle du fondement de toute l'existence, je pense que l'idéalisme est approprié, ce qui implique un monisme. Mais si je parle, par exemple, du niveau biologique de l'existence de mon corps, de ma conscience, même en termes de recherche sur l'après-vie ou de réincarnation, nous avons encore un dualisme, car il reste quelque chose dans l'esprit, des aspects liés à la conscience qui apparemment peuvent exister sans le cerveau. Donc par définition, cela reste un dualisme. Donc nous avons différents ismes à différents niveaux d'organisation de notre monde. Et je pense qu'il est très important de préciser cela à chaque fois. De quel niveau nous parlons? Donc de mon point de vue, il n'y a pas de contradiction entre le dualisme et le monisme. Cela dépend seulement de ce que nous regardons. Donc je suis un dualiste au niveau biologique, mais je suis un moniste au niveau fondamental. C'est la même chose avec le panpsychisme. Ça dépend précisément de ce que nous regardons. Oui, c'est intéressant et je me souviens d'un livre de Dean Radin dans lequel il avait ce schéma aussi avec une pyramide. Il disait que si l'on mettait la conscience à la base de la pyramide, tout s'expliquait. Les phénomènes psy, la parapsychologie pouvait s'expliquer par ce modèle. Donc vous adhérez à cette conception si je comprends bien. Oh oui. Est-ce que vous avez des échanges avec les chercheurs de l'Institut des sciences noétiques, Dean Radin et les autres? Eh bien, je les connais, en particulier Elane Wabe et Dean Radin, de par nos activités mutuelles au bureau de la Parapsychological Association. Et j'ai rencontré Elane à Las Vegas et nous avons parlé de tout cela, bien sûr, mais nous n'échangeons pas constamment sur les détails de nos modèles respectifs, mais nous sommes bien sûr en contact. J'ai le sentiment que les chercheurs français ne sont pas aussi ouverts que d'autres à ces questions de survie de la conscience, etc. N'avez-vous pas ce sentiment qu'ils sont peut-être plus rationalistes, plus cartésiens, comme on dit en France, par rapport aux États-Unis, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne? C'est difficile à dire, mais ce que je ressens, en effet, c'est qu'aux États-Unis ou en Angleterre, les gens sont plus ouverts à ces questions, aussi pour des raisons traditionnelles. Au Royaume-Uni, par exemple, on a toujours ces églises spirites et beaucoup de médiums. Et il y a toujours une scène ésotérique importante aux États-Unis. En France et en Allemagne, nous avons plutôt une vision conservatrice. Mais je ne dirais pas que les chercheurs français sont plus fermés que les Allemands. C'est plus ou moins la même chose, en particulier en ce qui concerne les phénomènes proches de la mort. Il y a le travail de Renaud Evrard et son équipe qui font beaucoup de recherches sur la lucidité terminale, aussi les phénomènes liés à la survie. Oui, mais il me semble qu'ils essaient de trouver une espèce de voie médiane entre le modèle physicaliste et l'hypothèse de la survie de la conscience, une espèce de compromis entre ces deux positions, non? Vous ne pensez pas? Non, pas vraiment. Et vous savez, en Allemagne, on ne trouve pas beaucoup de personnes qui travaillent sur les phénomènes autour de la mort et de la question de la survie. À l'institut où je travaille, il y a moi et seulement quelques autres, mais globalement, en Allemagne, c'est plutôt limité. Très bien, donc il reste beaucoup de travail à faire, ce qui est une bonne chose. Oh oui. Ok, Michael, merci beaucoup. Je pense que nous avons beaucoup d'informations dans cette discussion. Est-ce que vous allez écrire un livre sur ce sujet dans les mois à venir?
Et allez-vous continuer à creuser ce sujet? Je pense et je l'espère, car comme je l'ai dit, il y a de nombreux cas, y compris dans les pays occidentaux, et il y a une nouvelle institution de recherche qui s'est créée, qui s'appelle le Centre international pour la recherche sur la réincarnation, fondé il y a quelques semaines par Karen Verstein, et donc nous allons voir comment tout ceci se développe, et je fais partie du conseil scientifique de cette institution, donc j'espère faire progresser la recherche sur la réincarnation en Europe, et bien sûr je continuerai à écrire sur le sujet si de nouvelles informations arrivent. En ce qui concerne les livres, j'ai 2 livres en allemand déjà publiés, dont l'un sur la parapsychologie et l'évolution, qui est mon premier livre et qui est très important pour moi. Et mon projet est de le faire publier en anglais, donc c'est prioritaire parmi mes projets. Mais j'écrirai sur la réincarnation d'une façon ou d'une autre. Très bien, merci Michael, et félicitations à nouveau pour votre prix. Nous espérons avoir de vos nouvelles très vite et continuer à faire du bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael.